Lutter contre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo, la solution est-elle essentiellement militaire? La question nous intéresse dans ce numéro des Ça fait débat. Éventuellement, l'autre question, c'est donc ce grand rendez-vous qui vient de prendre fin à Sochi, en Fédération de Russie. Eh bien, ce sommet Afrique-Russie, faut-il pour nous embrasser tout le monde? La question sera donc débattue tout à l'heure avec les invités d'abord. Deux avec nous, les autres nous disent qu'ils sont prêts à nous rejoindre. Comprenez, il a plu abondamment sur la capitale Kinshasa. Gabin Loulendou, porte-parole adjoint de l'UNC à ma gauche, plutôt à ma droite. Et puis Bolodjoa Alain, cadre nouvelle classe politique de l'opposition, beaucoup plus proche de Martin Fayoulou. Il est aussi avec nous. En attendant les deux autres trois, on commence par le commencement. Vous avez suivi la réunion, donc jeudi, à Goma, entre les chefs d'état-major d'un certain nombre de pays, dont le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie, quelques autres pays, ainsi que l'Africom, une réunion importante, sécuritaire à Goma. Il semble qu'une action est donc en perspective pour justement mettre fin aux groupes armés. On commence par Gabin Loulendou. Est-ce que la solution est essentiellement militaire? Bon, mais si nous disons que la solution, la question est bien posée, mais si nous disons qu'elle n'est pas militaire, est-ce que tous ces temps, il n'y a pas eu des tentatives, des dialogues avec les groupes armés? Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce pays pour pouvoir résoudre le problème de l'Est du pays, surtout avec plusieurs groupes armés, mais il me semble que plusieurs tentatives ont échoué. Est-ce qu'il y avait vraiment de la vraie volonté politique pour qu'on mette un terme aux groupes armés ou c'était autre chose? C'est quand même une question difficile parce que c'est des questions touchant à la sécurité du pays. Mais toujours est-il que pour le moment, on sent qu'effectivement, il y a la volonté politique avérée. Et deuxièmement, il y a également nos partenaires alliés américains qui veulent nous soutenir. Et du coup, on trouve quand même que les états-majors de ces pays se retrouvent pour pouvoir discuter et peut-être entamer des actions militaires. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus avoir des dialogues possibles avec les groupes armés, à moins qu'ils décident de se rendre maintenant. Parce que si nous continuons à dialoguer avec eux, alors qu'ils poursuivent des intérêts que tout le monde connaît, des intérêts miniers et autres, donc cette guerre à l'Est ne va jamais prendre fin. Il faut maintenant leur dire, écoutez, ou vous déposez les armes, ou alors la République s'occupe de vous, bien évidemment accompagné de ses alliés, même si il faut quand même aller aussi avec beaucoup de précautions, compte tenu du fait que nous connaissons aussi les passés de nos amis rwandais, ougandais, dans la mesure où ils se sont déjà battus sur les territoires de notre... Est-ce qu'ils le font de bon cœur, ils le feront de bon cœur? Est-ce qu'il faut nécessairement faire appel à eux? Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur la logistique, l'expertise, le savoir-faire de l'Africom seulement et ne pas recourir à ceux dont le jeu n'est pas clair? D'abord, ils sentent dedans eux-mêmes, les Ougandais et les Rwandais, et ensuite les Ougandais, donc les Ougandais, les Burundais et les Rwandais, et ensuite les Ougandais et les Rwandais, même s'il y a eu un semblant de réconciliation à Luanda. Bon, dans un passé récent, ces pays voisins, en particulier le Rwanda ainsi que l'Ouganda, se disaient préoccupés par la situation de l'Est dans la mesure où, de temps en temps, ils se plaignent d'être dérangés par certains groupes armés qui font des incursions. Bon, il est aussi clair que ces pays n'ont jamais eu des intentions très très claires parce que les informations aussi indiquent que
la plupart aussi de ces pays alimentent les groupes armés. C'est pour cette raison que l'intelligence au niveau du pays, c'est de se dire, si nous devons aller avec ces pays qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu des visées, en tout cas sur nos matières premières, il faut que nous allions avec beaucoup de précautions. Mais l'avantage ici, c'est que nous n'allons pas seuls. S'il y a l'Africom, dans le passé, il n'y avait pas Africom. Maintenant, il y a Africom. Mais en tant que pays, la prudence est toujours requise en pareille circonstance pour deux voisins que nous connaissons très bien, dont le comportement n'a pas été exemplaire dans un passé très récent et même aujourd'hui. Donc, du coup, je dirais, je n'ai pas suffisamment d'informations sur des questions sécuritaires. Si cette opération est acceptée par la hiérarchie du pays, la plus haute hiérarchie du pays, ça signifie que plus ou moins il a des éléments sur le contour de l'opération. Et comme les opérations militaires ne sont pas divulguées, eh ben, du coup, mais toujours est-il que nous devons rester prudents. Si nous devons aller avec eux, il faut qu'on puisse prendre toutes les précautions d'usage, parce que nous connaissons plus ou moins ses voisins. Alors, on reviendra à ce qui se passe justement sur les plateaux de Minembwe et dans d'autres coins du Grand Kivu, voir est-ce que c'est une sorte de ballon d'essai ou c'est déjà un engagement ferme, Bolodjoa, au niveau de ceux qui sont devenus aujourd'hui opposants. Est-ce que vous voyez seulement la solution militaire quand on connaît que par le passé, ça n'a pas donné résultat escompté? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, apparemment, M. Félix Tshisekedi est piégé, piégé par certains pays voisins. Je cite ici le Rwanda. Bien que mon frère n'a pas assez d'informations, il y a déjà une opération militaire qui a été initiée. Et fort malheureusement, on ne donne pas la vraie information. Lorsqu'on nous apprenait que le chef de FDLR serait tué, on ne nous a pas dit comment cela a été... Serait tué ou il est tué? Non, lorsqu'on nous disait qu'on avait tué le chef de FDLR... Ils sont plus dans les conditionnels quand même. Le chef de FDLR, on ne nous a pas donné les éléments ou les informations entourant cette réalité. Mais ce que nous savons que M. Félix Tshisekedi ainsi que M. Kamer étaient au Rwanda. Ils ont eu à échanger longuement sur cette question. Et fort malheureusement, la société civile avait déjà fustigé la présence des militaires rwandais, de troupes rwandaises chez nous. Et il semblerait qu'ils ont eu à opérer pendant plus de 2 mois déjà. Et fort malheureusement, la présidence de la République ou le pouvoir actuel ne nous a pas donné la vraie information. Aujourd'hui, qui cherchent à formaliser leur situation, comme l'a dit mon frère, bien qu'il soit de pouvoir, je ne vois pas comment M. Félix Tshisekedi pourrait trouver la solution à la paix en intégrant ceux qui nous combattent. Nous savons tous le rôle qu'a joué le Rwanda depuis 1994 jusqu'à ce jour. Nous savons comment la population congolaise vivant la partie Est continue à porter encore les stigmates de tout ce qui a été fait. Nous nous souviendrons toujours de la guerre des 6 jours au niveau de Kisangani. Nous avons démembré plus de 6 millions de morts. Et aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi, dans son approche, cherchant à trouver des solutions pour instaurer la paix au niveau de l'Est, a opté pour associer le Rwanda, alors que nous connaissons très bien les visées du Rwanda ainsi que de l'Ouganda. Et fort malheureusement, dans sa stratégie, il a péché tout simplement parce qu'il a eu à prendre des engagements sans pour autant cerner le contour de l'affaire. Et je suis sûr et certain que la population ne va pas adhérer à cette solution passe par où? La population est meurtrie, elle meurt chaque jour. Et voilà. Bon, moi je crois que si oui, nous interrogeons... Kinshasa semble être dépassé par les carnages, souvent dans la partie est du pays. La population ne va pas accompagner. Et la solution pour vous, elle passe par où? Bon, je crois que la Constitution ou le Constituant a été clair. Ils nous ont présenté ou proposé un triptyque, justice, paix, travail. Nous ne pouvons pas coaliser avec le Rwanda dès lors qu'ils n'ont pas fait leur mea culpa, ils n'ont pas demandé pardon à la population. À la recherche de solution. Quelle est la solution la plus durable? Non, la solution est la meilleure. J'estime modestement que ça doit commencer par requinquer d'abord notre armée. Cette armée doit être suffisamment motivée. On doit avoir des équipements qu'il faut pour que nous-mêmes,
nous nous battions contre nos ennemis parce que ce que nous combattons, ce sont nos alliés. Il ne suffit pas seulement d'approcher Kagame pour qu'il devienne un allié crédible, comme ils l'ont qualifié l'autre fois. Moi, je crois que notre plus grand problème vient du Rwanda et nous ne pouvons pas associer le Rwanda dans la prise de solution. Sauf peut-être sur le plan diplomatique. Nous avons eu au fait, le gouvernement a eu à accompagner cette démarche, a eu à opter pour cette démarche. Nous avons obtenu autant de résolutions du Conseil de sécurité, fixant ou taxant directement l'implication du Rwanda. Et fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi, cherchant à légitimer son pouvoir, il est allé vers le Rwanda et fort malheureusement, il a pris des engagements sans passer par le Parlement. Or, nous sommes dans la recherche de solutions durables. M. Bolodjoa, vous êtes plus critique que constructif. Est-ce que pour vous, il y a une solution durable? C'est laquelle? Il faut passer par où? Apparemment, ça ne vient pas. Non, le problème c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a les accords. Vous êtes dans une sorte de diversion? Non, je suis clair. Il y a deux problèmes aujourd'hui. Notre plus grand problème, c'était un problème sécuritaire. Mais aujourd'hui, nous pouvons plutôt aborder le problème qu'a créé M. Félix Tshisekedi en allant prendre des engagements avec le Rwanda sans passer par les autres institutions. Il vous souviendra que M. Kamere a eu à démissionner de son poste, a eu à quitter la majorité présidentielle, justement parce qu'il y avait un problème. Une réaction rapide. Monsieur Bolodjoa tourne autour du pot, apparemment n'avance pas. Il fait des déclarations par moments dangereuses, sans beaucoup de tact, sachant que nous sommes en direct. Ce sont des déclarations graves quand même pour un pays souverain avec un chef d'État. Alors, vous avez vu les engagements, nous sommes à la télévision. Monsieur Lulendo. Oui, mais c'est ça aussi l'opposition au Congo. Donc, il a géré cette situation, lui étant de la majorité présidentielle pendant autant d'années, sans trouver des solutions. Pour maintenant qu'il a basculé vers l'opposition il y a quelques petits mois, il dit qu'il fait des affirmations graves en disant que le président s'est fait piéger. Et maintenant, quand il parle, c'est « il semblerait ». Donc, il ne sait même pas, comment dirais-je, c'est à quoi il fait allusion. Moi, je dis, le président de la République a suffisamment des informations. Quand il était opposant, peut-être qu'il n'en avait pas suffisamment. Maintenant, il a tous les services de la République à sa disposition pour avoir des informations. Et effectivement, il a beaucoup d'informations que vous et moi, nous n'avons pas. Et donc, la décision que le président de la République prend, c'est en fonction de toutes ces informations qui sont à sa disposition. Est-ce qu'il y a eu des engagements pris au Rwanda? Mais c'est pourquoi j'ai dit... Au-delà de l'approche diplomatique. C'est pourquoi j'ai dit, si vous lui posez la question de brandir, ne serait-ce les articulations de ses engagements, il va balbutier sur ces plateaux. Quand on est ici, on s'adresse aux gens, on doit rester les plus sérieux possible dans nos affirmations. Il parle des engagements. Quels sont ces engagements qui ont été pris? Quelle est la teneur de ces engagements? Eh bien, je serais bien curieux qu'il donne la teneur de ces engagements. Toujours est-il que quand vous avez un président de la République qui fait deux déclarations fortes, premièrement, il dit « Je ne me sentirai pas vraiment comme président de la République si la paix ne revient pas sur la partie orientale du pays. » Et deuxièmement, il va encore plus loin en disant « Je suis prêt à mourir pour que la paix revienne dans la partie orientale de notre pays. » C'est deux engagements forts pour un président de la République. Et du coup, quand vous le voyez prendre des précautions, il affirme, il dit « Dans le prochain jour, la terreur qui est vécue dans la partie orientale de notre pays va pouvoir s'arrêter parce que tout sera mis en œuvre. » Et que la particularité, encore que je vous ai dit, je suis modeste pour vous dire que les informations sécuritaires, quand on veut prendre des précautions et on veut prendre des décisions sécuritaires pour mettre à mal ce groupe armé qui viennent, qui tuent, qui pillent, qui violent, c'est des informations qu'on ne met pas à la place publique. Donc le président de la République a suffisamment d'informations, c'est en fonction de ces informations qu'il agit. Toujours est-il que dans un passé récent, encore que je ne sais pas, personnellement, ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays,
l'opération en question. Nous suivons tous, mais les gens qui s'occupent de la sécurité du pays ne peuvent pas communiquer avec nous sur des informations sécuritaires, ce qui est tout à fait normal, mais nous faisons confiance. Moi, j'ai dit ici, avec la présence de l'Africom, c'est là où la différence peut se manifester. Voilà, donc, du coup, oui. si le Rwanda, l'Ouganda, dans un passé, n'ont pas été exemplaires et qu'entre-temps, ils ont toujours avancé leur présence sur notre sol du fait de chercher les rebelles, comment dirais-je, ougandais ou rwandais, aujourd'hui, devant un partenaire américain, ça peut être bien gênant pour dire, Merci. Dans un passé récent, vous avez dit que ça ne marchait pas. Maintenant, montrez-nous qu'effectivement, l'anéantissement de ce groupe armé qui constitue une sorte de rébellion pour vous ou contre vous, eh bien, cet anéantissement-là, c'est un objectif que vous poursuivez. Alors, Carlos, attendons et voyons, au lieu de continuer à faire des affirmations Carlos gratuites. Mopili, vous étiez avec nous, société civile. Vous-même, avant de rejoindre la société savante, vous êtes passé par ces moments historiques de notre pays. J'ai tout dit parce que vous connaissez mieux l'Est et vous êtes venu à Kinshasa par la guerre des libérations. Alors dites-nous, est-ce que la solution pour le retour de la vraie paix dans l'Est de notre pays, est-ce que ça passe essentiellement par l'option militaire? Est-ce qu'il faut l'intervention militaire des pays étrangers? Est-ce qu'il faut la présence de l'Africom? Nos forces armées doivent-elles être aidées ou entourées par d'autres? Est-ce que c'est important? Merci beaucoup. Au-delà de ça, je crois que mon travail de Master D en droit international, je l'ai construit sur les conflits armés et l'application du droit international. Donnons-nous la réponse. Maintenant, ça c'était le bureau. j'ai dit un grand non. Pourquoi? Vous savez, l'actuel président, Fachi Béton, n'a plus droit d'échec. Parce que devant lui, il peut lire les erreurs de ses prédécesseurs. Aussi, il est le seul président qui a la chance de consulter son prédécesseur vivant, qui lui dit tel collaborateur, il est mauvais, tel est flatteur. Tel partenaire extérieur, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et aussi le seul d'avoir comme directeur de cabinet quelqu'un qui a la tête d'un président de la République, Vital Kamerhe. Il a quoi? Il a la tête d'un président de la République. Ça, nous ne pouvons pas oublier ça. Vous êtes dans des digressions. Maintenant, Gérard, nous sommes en 1994. Le Boutros Ghali, premier secrétaire général des Nations Unies, demande que le réfugié puisse être avancé à plus de 150 km des frontières du Rwanda sous la demande de Paul Kagame. Et le Premier ministre Birindwa qui va dire la question d'intégrité territoriale ne se discute pas et ça ne se négocie pas. Je réponds maintenant à la question. L'expérience que nous avons de 2009, qu'est-ce qui s'était passé? Les armées étrangères commencent les traques à partir de leurs frontières. Et ils ne font que pousser, soi-disant, les groupes armés étrangers, je dis soi-disant, les groupes armés étrangers dans les forêts de Chabunda, Mwenga et de Walikale. Donc, précisément à 150 km, selon la demande de soi-disant la communauté internationale. J'ai dit soi-disant les groupes armés étrangers. Pourquoi? Vous verrez qu'il y a le FDLR. Les FDLR, ils sont dans des places, dans des carrières minières. Ils sont là, ils font leurs lois, ils exploitent le minerai, les coltas, et puis ils ont un tuyau, on ne sait pas où est-ce qu'ils les vendent et où est-ce qu'ils achètent des armes. Parce qu'en Afrique, il n'y a aucune boutique qui vend les armes ni des munitions. De l'autre côté, nous connaissons les ADF qui sont là depuis 1992. Et aussi, ils exploitent et on ne sait pas, ils vendent leur minerai où. Mais seulement, nous sommes tous conscients que le Rwanda, c'est parmi les premiers producteurs du colta. D'où vient son colta? On ne connaît pas. D'où viennent les armes qu'elle détient les groupes armés? Nous connaissons qu'au Congo, il n'y a que deux institutions qui ont droit des armes. Les FARDC et l'expertise Africom, est-ce que ça ne peut pas changer la donne par rapport
aux Expertise échecs précédents. Africom n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis là à l'Ituri. Ils sont là depuis longtemps à l'Ituri. Mais qu'est-ce que nous avons voulu? Quelle est l'expérience qui a réussi dans ce pays? C'est l'expérience de l'application de l'article 6 des pactes mutuels, pacte de la défense mutuelle de la SADC que Mosé Kabila a appliqué et lorsqu'il a eu les alliés Zimbabwe, Angola et Namibie. J'alerte le président de la République. Deux choses. Un, son fait papa, qui avait la gloire qu'aucun chef de l'État d'Afrique a eu, pour une fois être remise en cause, alors que sa parole était évangile, c'était à Kisangani. Lorsqu'il est vers le Rwanda, avec les dossiers de ASFT, Alliance de sauvegarde du dialogue, il arrive à Kisangani. Mon ancien collègue José de Chartemeng, votre confrère journaliste, lui pose la question. Monsieur le président de l'UDPS, vous n'êtes pas dans vos antipodes, vous étiez le premier de demander la facture de guerre à le musée Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, on vous voit aller vers Kigali pour négocier. Ce n'est pas une contradiction. Pour la première fois, le phinx de l'humanité a été joué. Donc, ici, pour donner la solution, parce qu'ils ne sont pas là pour critiquer, mais donner des propositions. Voilà, vous allez arriver aux propositions. C'est que vous dites alors, n'est pas parole d'évangile. Alors, là, je s'il voulais vous chuter plaît. pour 30 secondes. Non, on ne chute pas maintenant parce qu'on n'est pas à la fin. Bon, vous comprenez. Je voulais donner l'état des lieux. Monsieur Bombelo Sanda, il est l'élu de Yaouma. Nous sommes dans l'ex-province orientale. Aujourd'hui, précisément dans la province de l'Ituri, c'est ça? La Chopo. Alors dites-nous si vraiment il faut avoir peur maintenant et alerter les gens, alors que nos frères, certains de l'Est, sont dans les affaires avec cette guerre, dans le sang de leurs propres frères. Est-ce qu'il faut alerter les gens comme ça? Est-ce qu'il faut inaugurer la peur? D'ailleurs, monsieur le journaliste, je suis très content que vous m'ayez posé cette question. C'est ici que je reviens pour dire, n'est-ce pas, le président Joseph Kabila, à un certain moment, il avait compris que non, il fallait trouver, il fallait signer des accords, faire venir les Rwandais et les autres pour chasser les mêmes personnes. Et dans les rangs de ceux qui sont à la présidence aujourd'hui, un des membres aussi effrayant, il avait dit non. Il avait dit officiellement, il avait dit pas question. Raison pour laquelle il avait perdu même son poste à l'Assemblée nationale, comme président de l'Assemblée nationale. Je pense que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Alors, moi, le problème des Congolais, c'est que nous avons besoin de la paix. Il y a quelqu'un, Mobutu avait dit, même s'il faut signer le pacte avec les diables, nous allons signer pourvu que nous puissions rétablir l'unité des pays, de ces pays et l'intégrité territoriale de ces pays. Alors ceux qui tirent profit de l'instabilité de l'Est de mon pays, qui tirent grandement profit en termes de café, minéraux, autres, aujourd'hui, ils sont même plus côtoyés par des mercenaires et par des multinationales, tout simplement parce que le Congo est instable. Est-ce qu'ils peuvent voir ça de bon oeil, que la stabilité revienne dans l'Est du pays? Est-ce que ces militaires peuvent venir des bons cœurs, de bonne foi? Pour ce qui me concerne, je sais que il y a mon frère ici, mon co-débatteur, il a dit que le président de la République actuelle, notre chef de l'État, il a la chance d'avoir un chef de l'État, un ancien chef de l'État, vivant. Il peut le consulter à tout moment. Cet enjeu-là, l'enjeu de l'Est, beaucoup croyaient que le mal de l'Est, c'était Joseph Kabila. Oui. Et que si on chassait Joseph Kabila, on enlève... Et tout allait être réglé. Bon. Mais aujourd'hui... Ne soyez pas réductionniste. Je reviens maintenant. Oui. Je reviens. Notre souci, c'est d'avoir la paix. Et cette paix, comme cette paix est liée aux intérêts égoïstes des multinationales, il faut beaucoup de gants. Et il faut aussi une détermination. Et il faut que les Congolais, il ne faut pas que nous puissions parler, les uns disent oui, les autres non. Non. Pour l'intérêt, il y a vraiment, nous pouvons tout simplement soutenir le chef de l'État et lui dire c'est un intérêt dangereux. L'intérêt que vous affrontez, c'est un intérêt dangereux. Donc, mais pourvu que, c'est comme lui-même a dit, que même s'il faut laisser ma peau, je vais la laisser. Et cette phrase n'est pas sortie pour rien.
C'est maintenant, parce qu'il est au pouvoir, qu'il comprend les enjeux qu'il y a là-bas. Mais pour tout Congolais, il est question plutôt de voir l'état d'esprit de cette population qui va accueillir, n'est-ce pas, cette force. La guerre, on la mène aussi avec la population. Alors si on doit examiner méthodiquement quel est l'état d'esprit, parce que la personne qui va vous dire, ce ne sont pas les Américains qui vont vous dire ils sont cachés dans tel coin, c'est la population. Je sais de quoi je parle, c'est la population. Vous avez la force, mais vous avez les renseignements que vous puisez à partir de la population. C'est un élément qu'il ne faut pas... Alors, ils sont au stade de peaufiner des stratégies, aucune opération n'est lancée, même si certaines informations des réseaux sociaux sont en train d'être déballées sur ce plateau. Alors, dites-nous, Gabin Loulendou, est-ce qu'il y a des choses à craindre quand les chefs des armées de ces pays réfléchissent avec l'Africom à côté? C'est pourquoi je dis nous sommes sur une question hautement sécuritaire. Et sur cette question-là, ceux qui prennent des décisions ont suffisamment d'informations, mais nous autres, nous n'avons pas suffisamment d'informations. Parce que, encore qu'il n'y a pas encore une déclaration officielle du gouvernement disant qu'effectivement, nous sommes dans une opération conjointe avec les pays voisins sur les territoires de la République démocratique du Congo. Attendons, parce que vous n'allez pas avoir un chef de l'État qui est prêt à mourir pour que la paix revienne à l'Est s'il n'a pas compris les enjeux, les jeux et les enjeux de la partie orientale de notre pays. Il a suffisamment des informations que nous n'avons pas. Et s'il décide d'agir, seul ou conjointement avec les autres, effectivement, il va tenir compte. S'il décide d'agir seul ou avec les autres, il va absolument tenir compte de la donne historique, c'est-à-dire la guerre des 6 jours et d'autres aspects qui ont été épinglés. Et du fait que ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres, dans un passé récent, ou en tout cas ont toujours eu un agenda assez caché, dans la mesure où certains groupes armés sont alimentés par ces pays-là pour besoin des intérêts de ces pays-là. Raison pour laquelle, si on doit avoir une opération conjointe avec ces pays-là, ça signifie qu'on doit apporter des correctifs par rapport à ce qui s'est passé dans ces pays que nous tous nous connaissons. Et en plus de cela, c'est que les renseignements militaires américains, c'est un élément très important dans la mesure où si vous avez Africom, ça signifie qu'effectivement un plan est arrêté et en même temps on pourrait enlever la Libye au Rwanda et à l'Ouganda en disant mais dans un passé vous avez dit aussi que ces groupes armés constituaient votre préoccupation, montrez-nous maintenant que vous êtes capable de pouvoir les combattre tout en mettant en place un mécanisme de surveillance de ce que le Rwandais et les Ougandais pourraient faire. Toujours est-il que pour ma part, je dis, je n'ai pas suffisamment d'informations sur ces questions sécuritaires, mais étant donné que nous allons être engagés avec des pays qui dans un passé ont montré qu'ils avaient des visées sur nos richesses naturelles, nous devons y aller avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de précautions. Et si cela arrivait, ça veut tout simplement dire que le premier d'entre nous tous, le président de la République, Félix Tshisekedi, et son collaborateur qui connaît très bien la question, Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, qui connaît très bien la question de l'Est, qui connaît bien les jeux et les enjeux, auront suffisamment réfléchi pour arriver à une proposition qui va certainement donner des effets, produire des effets. Attendons, n'allons pas plus dans des comment dirais-je, spéculations et des affirmations gratuites. Le chef de l'État, donc au-delà de 2 messages forts que vous avez décortiqués, dans l'Est justement quand il y est passé dernièrement, eh bien, n'a rien encore communiqué. Il avait promis que quand il reviendra à Béni, eh bien, ce serait fini avec ce travail de Nyangalakata. Alors, nous ne saurons pas aller au-delà, au risque de raconter les histoires. Attendons notre armée et puis l'issue de cette réunion, une grande réunion des chefs d'état-major, des armées, des pays, des Grands Lacs et au-delà, y compris l'Africom, pour nous dire un peu plus, mais ce pays, il n'y a pas à s'alarmer. Ce n'est pas un pays qui va partir aujourd'hui ou demain. On aborde cette deuxième thématique, Russie-Afrique. Faut-il embrasser tout le monde au-delà des millions que tout le monde
nous brandit, nous, Africains, les Russes, les Chinois, les Japonais, les Américains et même les Européens, partenaires traditionnels. On commence avec vous, cette deuxième thématique. Alain Bouloudjoua. J'aurais souhaité ajouter un élément, mais fort malheureusement, on a déjà... Je dis bien au risque de raconter des histoires qui viennent de nous. Non, mais des ou de la toile. histoires vraies, peut-être il y a une rupture, il y a un chapitre qui... La télé, c'est de la responsabilité aussi. Il y a un chapitre que mon co-débatteur n'a pas maîtrisé, certainement, mais cette information a filtré bien avant. Ce qui est vrai, nous sommes sujets du droit international, nous sommes en relation avec d'autres États, en tant que membres de la communauté internationale, et parmi les États qui ont eu à participer dans la création de l'État congolais, il y a notamment la Russie. La Russie n'est pas un pays négligeable, et la Russie a fait ses preuves, surtout en matière d'économie et de l'armée. Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que l'Occident, ou sinon les Européens, ne nous ont pas vraiment soutenus dans notre démarche de développement. Et nous étions parmi ceux qui soutenaient et que nous allions un peu voir du côté Est pour que nous ayons le moyen de notre développement. Mais fort malheureusement, tout doit se faire de manière méthodique. Parce que ce qui est vrai, nous avons suivi les interventions des uns et des autres, nous avons vu la volonté de la Russie à nous accompagner dans ce sens, mais il faut reconnaître que cette communauté internationale ou cette relation n'est qu'une juxtaposition d'intérêts. La Russie a ses visées, nous devons en avoir aussi. On n'a pas convoqué l'État congolais pour réfléchir sur le comment, mais on nous a invités en tant que pays africain. Et en tant que pays africain, chaque pays doit arriver à présenter son programme, doit arriver à concevoir sa stratégie pour capter les fonds qui seront mis à notre disposition. Il ne suffit pas seulement de prendre part à ces assises, mais il faut maintenant concevoir de bonnes politiques, non seulement pour attirer les investisseurs russes, mais aussi pour faire en sorte que la Russie soit un marché pour nous. Nous devons commencer à échanger et sur le plan militaire, on peut être soutenu. Mais il faut reconnaître, il faut savoir que en allant vers l'Est, en allant vers la Russie, ça va créer des conditions d'inimitié avec d'autres Européens, avec les États-Unis. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre des décisions à la légère pour que nous soyons surpris. Nous devons prendre tout le temps de bien réfléchir parce qu'on ne peut pas aller vers l'Est sans qu'il y ait une incidence entre nous, dans nos relations avec l'Occident. Et voilà. Carlos Mopili, est-ce que notre présence à ces sommets et les accords signés avec les partenaires russes, est-ce que ça pourrait énerver Washington et puis Bruxelles dans un monde du multilatéralisme? Aujourd'hui, avec des dirigeants congolais qui voient la diversification des partenaires. Merci pour votre question. 30 secondes pour le premier sujet. Je voulais préciser une chose, que les Marines américains sont au Pakistan, à Ismailabad. Je les ai vus. Mais il y a toujours l'insécurité et le terrorisme. La question là, je voulais proposer que les chefs de l'État appliquent, corrigent ce qui n'a pas été fait par son prédécesseur, l'application de l'article 85-86. Nous sommes en guerre, il n'y a que seul le chef de l'État qui a la compétence constitutionnellement exclusive de déclarer la guerre. Et cela passe par ces articles que je l'ai décidé. Donc, lorsqu'il va instaurer, avec la loi qui va passer sur l'état de siège et l'état d'urgence, instaurer l'état de siège à l'est du pays, en commençant par les Haut-Katanga, Tanganyika, les Grands Kivu jusqu'à l'Ituri, on va nommer les militaires comme des gouverneurs jusqu'aux administrateurs du territoire. Les bons officiers non originaires, patriotes, pas les officiers affaires. Ça, c'est la proposition que je laisse. Je crois que le chef de l'État, s'il me suit, il sera encore populaire parce qu'il m'a suivi sur la gratuité de l'enseignement. Il est à Belgrade. Il a ses services. Gabé va lui faire le rapport. Je dis ceci. La question sur la Russie. Regarde comment la Russie respecte notre chef de l'État. Encore. Le chef de l'État, j'ai vu la photo, ça dit beaucoup en communication. Il était devant, au milieu d'autres présidents de petits pays à ses côtés. Donc, on a honoré la Russie sur la valeur de ce grand Congo.
Même dans les discours de Mobutu, il disait les uns voulaient nous dominer, nous exploiter économiquement, c'est l'Occident, mais les autres voulaient nous dominer idéologiquement, c'est Moscou. Entre les deux, vaut mieux celui qui vous domine idéologiquement. Mais je vais dire une chose, la Russie d'aujourd'hui, vous connaissez, ce n'est pas la Russie d'hier. Poutine aime les Africains. Poutine a appelé des jeunes, plus de 12 000 jeunes, à Sochi, là où il y a. Vous parlez de quel amour, là? Je donne l'exemple. Il les a donné des visas gratuitement. Tandis que de l'autre côté, les gens là, les donneurs des leçons des droits de l'homme, pour avoir les visas, vous connaissez comment ils humilient même nos honorables députés dans la file à d'attente. Poutine, lui, il vous montre, il ne vous éduque pas avec des discours hypocrites des droits de l'homme. Il vous dit les vrais des droits de l'homme, c'est de travailler, apprendre à votre peuple, de travailler, d'aimer sa patrie, d'aimer ses dirigeants, de faire une famille nationale. Et j'ai dit, celui qui a industrialisé l'Irak, c'est Moscou. Celui qui a industrialisé l'exploitation pétrolière de Libye, c'est toujours Moscou. Donc je crois que c'est un partenaire de taille. Mais quant à choisir l'autre, pourquoi pas l'autre, je trouve que c'est du mépris. Je crois qu'il faut envoyer maintenant les enfants d'aller faire les écoles de diplomatie aux pays arabes. Parce que vous n'accepterez pas, le pays arabe, ce sont des pays, des États hostiles à l'Amérique. Mais ils coopèrent toujours économiquement avec l'Amérique. Je crois que la Chine, de même, la Chine coopère économiquement avec l'Amérique, avec l'Occident. Mais pourquoi pas, nous aussi, on peut communiquer. Patrick Bombello. Le Congo est riche, chacun peut tirer sa part. Patrick Bombello, diversifier les partenaires, oui. Mais est-ce qu'il faut embrasser tout le monde? Est-ce que ça ne peut pas énerver ceux qui nous... surtout qui sont montrés beaucoup plus favorables à ce régime de Fachi, et qui, vous voyez avec quel empressement Washington donc côtoie le régime de Fachi. Est-ce que ça ne pourrait pas frustrer Washington? Bon, moi je pense que ce soit Washington, que ce soit la France, tous doivent savoir que Fachi c'est un nationaliste. C'est un nationaliste. À travers d'abord son père, c'est un parti nationaliste. Ce sont des nationalistes. Alors, le pays étant ce qu'il est, nous avons besoin de tout le monde. Il y a une phrase qui m'a retenu, qui m'a beaucoup intéressé. Il faut un partenariat gagnant-gagnant. Vous venez chez nous, nous gagnons, vous aussi vous gagnez. Et les peuples congolais gagnent. Et c'est ce qui est important. On peut traiter avec tout le monde, mais pourvu que que les Congolais trouvent leur compte. Et le pays ici n'appartient pas à tel ou tel, tout ça, parce qu'il faut que tel part. Non. On doit savoir que c'était le pays de Lumumba, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de Tshisekedi. C'est notre pays à nous. Eh bien, nous sommes libres de choisir qui nous pouvons côtoyer pour l'intérêt, pour l'intérêt du Congo. Et c'est dans ce contexte-là que moi j'ai dit, j'ai félicité le chef de l'État lorsqu'il entre à gauche, à droite. Mais les gens qui développent leurs États, mais ce sont des dettes. Même les États-Unis ont des dettes. Les États-Unis ont toujours signé des accords de coopération avec tel. Et aussi, c'est normal que les chefs de l'État puissent chercher à signer des accords de coopération avec la Chine. Mais là où ça m'inquiète, c'est le fait qu'il y a de ceux-là qui pensent que le Congo, c'est leur protectorat. Alors, ces gens-là ne seront jamais contents. Ils ne pensent pas, mais ils agissent comme ça. Oui, bon, et ces gens-là, ils ont accusé le président honoraire par le fait qu'il est allé vers la Chine. Oui. Et ce n'est pas lui, il n'est pas premier. La preuve est que nous avons le palais du peuple. Ce n'est pas les Américains qui ont construit le palais du peuple. Mais Mobutu a eu le temps de ménager la chèvre. Exactement. Alors, est-ce que Fachi marche sur les traces de Mobutu? Moi, je pense que l'expérience, c'est la somme des échecs, des échecs et des réussites. L'ensemble des erreurs, des échecs et même des réussites. C'est ça l'ensemble de cela. Je pense que Fachi, ce n'est pas par hasard.
Et quand moi j'ai suivi hier, quand on a fait passer sur Terek 50, les accords militaires, les accords ceci, c'est bon. Nous ne pouvons pas lui dire que non, vous avez mal agi. Non, il faut dire, le Congo étant ce qu'il est, c'est un État souverain, nous avons un grand pays et nous avons besoin de tout le monde pour qu'il participe, chacun dans un domaine précis, pour le bonheur du Congo. Gabin, mais Lumumba a eu le malheur de connaître les sorts qu'il a connus. C'était parce que il s'était tourné du côté de l'Est. Alors, les choses, bien sûr, ont changé. Est-ce que, compte tenu de notre origine, depuis le morcellement ou depuis notre événement 1885, est-ce que nous sommes en droit d'embrasser n'importe qui, et surtout Moscou quand même, si la question... sans énerver Bruxelles et Washington, sans nous créer des petits problèmes? Si la question se pose en termes si nous avons le droit de les faire, étant un pays souverain, la réponse est positive. Oui, nous avons le droit de les faire. Regardez, nous sommes au mois de février. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était entre les 15 ou les 16 février. Je puis me tromper. Le président de la République s'adresse aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, ambassadeurs et membres du corps diplomatique. L'avantage de ce discours, c'est que le président de la République a eu à tracer les lignes directrices de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Quels sont les principes directeurs qui vont désormais guider l'action publique de notre pays à l'égard des autres? Ces lignes ont été tracées. C'est la politique d'ouverture. En d'autres termes, une coopération mutuellement avantageuse, tout en s'ouvrant au monde, tout en s'ouvrant aux autres. Et d'ailleurs, si vous avez suivi le discours du président de la République en Russie, le président a dit quelque chose aussi d'important lorsqu'il dit nous n'allons pas, comment dirais-je, pratiquement entrer dans les querelles entre les grandes puissances. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis d'Amérique se livrent une guerre technologique importante, et une guerre commerciale. Économique, commerciale, importante, surtout avec la G5, je crois, c'est ça, G4 ou G5. C'est une guerre incroyable. Et vous arrivez sur les terrains militaires, c'est des fois, comment dirais-je, une guerre de puissance entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Mais cela n'empêche pas que les Américains puissent avoir comme grand partenaire la Chine. Donc, si les Américains, avec la puissance économique qu'ils ont, avec la puissance militaire qu'ils ont, ils trouvent que, malgré le fait qu'ils se battent deux fois pour le leadership économique avec la Chine, ils continuent à coopérer, à plus forte raison, un pays comme la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils ont commencé un peu ces partenariats qu'ils ont qualifiés des partenariats stratégiques avec la RDC, ils ont dit que c'était pour la prospérité du Congo et des Congolais. Alors donc, si ces partenariats stratégiques visent la prospérité du Congo et du Congolais, on doit tous être d'accord que la prospérité du Congo et des Congolais ne viendra pas du seul fait des relations avec les États-Unis d'Amérique. Ça viendra aussi avec le fait que nous nouons des relations économiquement avantageuses, politiquement avantageuses avec d'autres pays. De telle sorte que ce que nous ne pouvons pas recevoir des Américains, nous pouvons recevoir des Russes. Ce que nous ne pouvons pas recevoir des Russes, nous pouvons recevoir des Chines. Donc la RDC aujourd'hui est dans une situation où elle a tout intérêt à bien coopérer avec les États-Unis d'Amérique, à bien coopérer avec la Chine, à bien coopérer avec la Russie. Aujourd'hui, l'Europe est en crise, à telle enseigne que tous vont chercher l'argent en Chine. Alors dites-moi au nom de quoi notre coopération avec la Chine ne serait pas la bienvenue, étant donné que nous voulons nous développer. Et même si nous n'allons pas vers certains, oui. Évidemment, oui, eux, ils s'intéressent à nous. Maintenant, Pyongyang a son ambassade ici. Voilà. Et Téhéran a son ambassade ici. Voilà. Vice-versa, le Congo n'a pas ses ambassades voilà. ni à Pyongyang ni à Téhéran. Voilà. Alors maintenant, notre intelligence viendrait du fait que nous comprenons très bien nos relations que nous avons avec les États-Unis d'Amérique, ce que nous avons à gagner dans ces relations-là. Et maintenant, comment faire en sorte que dans nos relations avec la Russie, dans nos relations avec la Chine, nous ne puissions pas créer la zizanie. C'est ça aussi l'intelligence d'un pays. Voilà, donc du coup,
mettre en place des mécanismes qui nous permettent de coopérer avec tous ces pays dans les cas de ce qu'on appelle la coopération mutuellement avantageuse, mais tout en tenant compte des intérêts également des uns et des autres dans cette relation. C'est là où l'intelligence va pouvoir se dégager. Et je pense que le président de la République est sous cet angle-là. Et voilà. Alain Bolodjoua, entre la coopération gagnant-gagnant et la coopération stratégique, laquelle il faut choisir? Apparemment, c'est la même chose. Hein. Ça dépend seulement des instruments que l'on va utiliser. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo n'aura pas à gagner si nous restons seulement avec le pays du Nord. Parce que nous avons vu déjà leurs insuffisances en termes d'intervention. Ils ne nous ont pas vraiment soutenus dans le processus de développement. Avec la Chine, nous avons pu avoir plus de 1000 km de route en moins de 10 ans, en moins de 5 ans. Alors que l'Occident ne nous a pas soutenus. Mais si nous allons avec la Russie, il faut savoir qu'il faut toujours intégrer la crise qui sévit déjà au niveau international entre la Russie et les autres pays, parce qu'ils ne laisseront jamais que nous soyons en bonne coopération avec la Russie sans qu'ils puissent déranger cette coopération-là. Mais la déclaration de Poutine sur la RDC comme un des partenaires les plus prometteurs en Afrique, est-ce que ça ne peut pas quand même voilà, faire frémir Washington? Effectivement, parce que nous le problème c'est que n'importe quel pays quand même. Sur le plan géographique, nous sommes bien situés. Nous avons 9 pays voisins. Sur le plan économique, nous avons beaucoup d'atouts qui peuvent soutenir et les développements, la continuation du développement de la Russie et renforcer sa force sur le plan international. Mais le problème aussi, c'est comment nous nous organisons sur le plan interne. Parce que ce qui est vrai, nous avons tous débattu sur le fameux code minier et consorts. Il y a déjà un problème là qui va se poser et qui risque de susciter d'autres problèmes au niveau international. Il ne faut pas que nous soyons utilisés comme un tremplin ou sinon comme une forme de béquille justement pour donner à la Russie ce qu'elle a besoin. La Russie veut provoquer les autres pays et on ne doit pas nous considérer comme un bouc émissaire. Il faut effectivement, comme l'a dit Maître Gabin, il faut que nous mettions en place nos intelligences, que nous réfléchissions pour que nous arrivions à anticiper sur des éventuelles crises qui peuvent être soit utilisées à des fins que nous ne maîtrisons pas, parce que la Russie peut aussi nous utiliser pour déclencher une nouvelle guerre au niveau international. Comme aussi l'Occident, ou sinon le pays du Nord, peuvent utiliser notre position pour que nous arrivions à participer dans leur guerre, parce que dans les deux cas, nous n'aurons pas à gagner. Nous soutenons la démarche d'aller dans le sens d'attirer les investisseurs. Nous étions en Russie, nous avons vu la force, le poids économique de ces pays. Si nous arrivons à apporter un plus en termes de nos matières premières, en tout cas, ça sera une bonne chose. Je tiens aussi à rappeler... Mais on sent aussi le poids des sanctions que l'Occident, donc... non, mais déjà avec l'Occident et l'outre-Atlantique imposent à la Russie. Effectivement. Ça, il faut être... Quand vous arrivez à Moscou, il n'y a pas que le bonheur. C'est ça, en fait, le problème. Oui. Ils ont des sérieux problèmes déjà au niveau de leur pays. Il y a un taux de pauvreté qui ne dit pas son nom. Ils ont des difficultés pour relancer leurs industries. Mais si nous pouvons faciliter les échanges entre nos deux États, eh bien, ça va faire en sorte que nous ayons des capitaux frais pour diversifier notre économie. Et d'autre part, permettre aussi à la Russie de s'imposer ou de se positionner sur le plan international. Le problème, c'est que nous, Congolais, nous devons beaucoup à la Russie. Parce que si nous prenons les 14 pays qui ont participé dans la création de l'État congolais, il y a notamment l'URSS. C'est-à-dire l'URSS n'a pas commencé sa relation avec nous aujourd'hui. Elle a toujours existé. Mais le Sénat américain, c'est le premier à reconnaître l'État indépendant du Congo. Donc, vous n'allez pas dénier ça. Non, mais j'ai dit, nous ne pouvons pas dire que nous devons vivre exclusivement pour les États-Unis. Nous devons faire en sorte que nous conjuguions nos efforts, que les autres aussi participent, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que non, voilà, parce que nous sommes en bonne relation avec les États-Unis, qu'ils auront à construire. C'est que nous demandons, il faut que nous développions nos intelligences sur le plan interne pour que cela ne soit pas porteur de cheval, des éléphants blancs comme nous avons connu avec la Banque mondiale pendant la période des années 70.
Et voilà, donc est-ce qu'en ce moment, avec cette visite, plutôt la manière dont Poutine a accueilli le chef de l'État congolais, le clin d'œil à Lumumba, on sait que Lumumba, son malheur est passé par la Belgique, c'est parti de quelque part et tout ça, est-ce que ça peut relancer une autre approche à Washington et à Bruxelles pour le pouvoir Kinshasa? Nous réfléchissons à haute voix et dans une approche aussi prospective. Je crois que le chef de l'État, pendant qu'il était opposant, il n'était que dans la diplomatie. Et c'est ça sa spécialité. Ça, nous pouvons être un peu tranquilles dans ce secteur-là. Mais il faut relever les choses. On enseigne aujourd'hui, nous on continue à enseigner les anciennes leçons des relations internationales. Mais aujourd'hui, c'est la guerre économique internationale. C'est ce qui s'enseigne. C'est que ça devient une guerre. Chaque puissance vient vous arracher. Et vous devez savoir comment résister pour aussi obtenir quelque chose. Ce n'est plus une solidarité. La solidarité internationale, dans le sens économique, n'a jamais existé. Et vous savez, M. Fabien, ça fait 5 ans que je ne mets pas la cravate. Je vais vous observer ça. J'entends les jours qu'il y aura la paix à l'Est et que le social des Congolais sera amélioré. Donc, toute possibilité qui peut résoudre ces questions-là dans notre pays, elles sont toujours le bienvenu. Mais, nous devons souligner une chose ici. La Russie, c'est la seule puissance au monde aujourd'hui qui est contre le mariage homosexuel. Vous connaissez, l'Occident avait juré que le successeur de Joseph Kabila doit être un président homosexuel. Et là, on peut tout dire à Nanga, tout dire au président honoraire Joseph Kabila. Mais au moins ces acquis démocratiques. Alors, on vous peut oubliez féliciter le peuple aussi le congolais qui a peuple élu. congolais. Je termine. Je parle pas Non, le mais peuple non, congolais. c'est ça. Vous oubliez le peuple congolais qui a décidé Mais que c'est si là où c'était je- arrive aux affaires, vous parlez de Nanga et Non, du président mais honoraire. vous m'avez interrompu. J'ai parlé maintenant du peuple congolais. C'est vous m'avez important qu'on interrompu. le souligne. J'ai Vous dit voulez le dire quoi peuple exactement? congolais, pour sa sagesse, a donné son suffrage à un président chrétien qui est comme Donald Trump, qui refuse le mariage homosexuel. Et je crois que... Vous me dites, je suis sûr pourquoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, vous placez le mot. Parce que nous avons sauvé pour l'Afrique de terminer. l'intimiste. L'Afrique, tout le monde nous courtise. La Ouais. plus belle femme. Je sais que Et pourquoi l'intelligence à laquelle il fait allusion, quelle intelligence on doit développer face à tous ces appâts, à ces opérations de séduction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Milliards. Je pense que nous sommes par l'émission touche vers sa fin. Je dirais ceci. On ne nous aime pas, mais on aime plutôt nos richesses. Effectivement. Les gens ne nous courtisent pas. Les gens cherchent à ce qu'on puisse leur accorder la possibilité de venir puiser de ce que nous avons comme richesse. Et à ce titre-là, je remercie le chef de l'État lorsqu'il dit oui, mais à une seule condition, il faut une politique gagnant-gagnant. Les États-Unis, ils ne seront jamais d'accord. Parce que nous sommes vers la fin. Il y a même les accords militaires. Souvenez-vous que vous avez signé les accords militaires avec la Russie, n'est-ce pas? Oui. À l'entrée, je pense que ça doit être en 2001, n'est-ce pas? En 2000. En 2000. En 2000. Quelle a été la réponse des Américains? Parce que nous avons, juste avant de quitter la législative passée, quelle a été la réponse des Américains? C'est vous les journalistes, vous en savez quelque chose. Merci. Et voilà, Gabin, un petit mot. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'il fallait une domination, on accepterait encore une domination idéologique et pas une domination économique. Moi, je dis, l'une tout comme l'autre se trouve être inacceptable parce que quelqu'un qui te domine en ce qui concerne ta pensée, mais il te tue, quoi. En d'autres termes, la domination idéologique, pour moi, elle est encore plus grave que la domination économique. Parce que quand on te domine mentalement, mais tu ne peux rien faire. Deuxièmement, ce que je veux pouvoir dire, c'est que notre partenariat avec les Américains est très important. Parce que si vous regardez aujourd'hui la coopération qui va bientôt se mettre en place aussi bien avec la Banque mondiale qu'avec l'FMI, si vous regardez très bien, vous allez voir que lorsque l'oncle Sam a dit « yes »,
ça facilite également les choses au niveau des institutions de Bretton Woods. Parce que déjà la Banque mondiale, je peux dire, c'est leur pratiquement chasse gardée, dans la mesure où les présidents de la Banque mondiale est toujours américain. Et c'est le directeur général du FMI qui est généralement européen. Donc avoir les Américains avec nous, c'est toujours important. C'est à nous maintenant de voir comment nous allons pouvoir jouer avec aussi bien les Américains, quand je dis jouer, c'est-à-dire comment coopérer avec les Américains, les Russes ainsi que d'autres, dans les cas de ce qu'on appelle la coopération mutuellement avantageuse. Voilà. C'est là où doit se dégager l'intelligence. Oui, n'est pas accepter d'être porté comme les éternels bébés par les Américains, mais nous devons développer une intelligence stratégique pour que prochainement on se mette sur le même diapason et qu'on parle le même langage, langage des forces, parce que nous sommes capables. Merci. Et dans les relations internationales, l'amour ne compte pas. Et on n'a pas besoin d'être c'est à nous de pouvoir défendre nos intérêts. Et le souci du Japon de venir maintenant, revenir à Tokyo, on nous a dit autrefois, vous avez trop donné aux Chinois, nous venons aussi, donnez-nous aussi du coltan. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on est dans la suite, mais nous en savons quelque chose. Pour le moment, nous sommes beaucoup plus libres. Alors merci. À très bientôt. Nous allons continuer les débats chez vous et nous dans les couloirs et puis en bas. Rendez-vous vendredi prochain. Vous avez compris, il a plu abondamment sur la ville. Le retard est justifié. Merci. Bonsoir chez vous. Merci.